Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, un épisode avec Florent Mercier où on va parler de développement et de franchise. Salut Florian. Bonjour François. Eh bien, écoute, la tradition est ce qu'on se présente. Je vais te laisser nous parler de ton aventure. On a à peu près les mêmes origines, c'est ce qu'on se disait en interview. Puis bah, je profite de cette occasion pour faire un petit coucou à mon papa qui, je sais, regarde toutes mes émissions et qui connaît bien ta marque. Donc voilà. Un coucou au papa également. Alors, bah écoute, raconte-nous un peu l'histoire de Pizza Cosy. Alors, l'histoire de Pizza Cosy, de façon assez synthétique, parce que sinon on pourrait y passer des heures, elle démarre en 2010. Donc, si tu connais Saint-Étienne, elle démarre à Terre-Noire, plus précisément, un quartier en périphérie de Saint-Étienne. Euh, En fait, j'arrête l'école à 17 ans et je travaille dans un bureau de tabac à Terre-Noire. Je travaille de 17 ans à 20 ans et je mange tous les midis avec mon meilleur ami avec qui on s'est rencontrés au fond de la classe en sixième. Il vient manger tous les midis, lui il est électricien, il travaille sur le chantier d'IKEA. Et donc, bah, tous les midis, on se dit qu'à un moment donné, il va falloir travailler pour nous. Je viens d'une famille où ma grand-mère, elle était bouchère, ma maman, elle était coiffeuse. Et en fait, si tu veux, mes grands-parents m'ont toujours dit, il faut pas donner sa force au patron. À un moment donné, il va falloir travailler pour toi. Et Mmh. d'ailleurs, j'ai arrêté l'école pour ça parce que je pense que j'avais des capacités, mais j'avais juste envie en fait d'être commerçant et de faire passer un bon moment à mes clients. Et donc un jour, il y a une personne qui vient mettre les petites annonces. Je sais pas si tu vois ces petites annonces qu'on mettait avant. Je sais même plus si ça se fait. C'est vraiment, tu mets l'annonce, tu mets des numéros de téléphone que tu tires en dessous. Et puis cette personne, elle me dit, bah voilà, entre la pharmacie et la caisse d'épargne, en face de votre bureau de tabac, je vends un terrain, 9 000 euros, 100 mètres carrés, et on peut y faire construire un petit bâtiment. Et là, mon associé, il vient manger du temps de midi et je lui dis, on n'est pas dans le quartier le plus sexy de Saint-Étienne, mais il n'y a rien. Moi, je fais de la pizza un peu le week-end chez mon oncle. Est-ce que ça te dit en fait qu'on vende bah, nos motos, nos voitures, et qu'avec 15 000 euros chacun, on arrive à faire un financement et qu'on monte une première pizzeria? Je peux t'apprendre. Au début, tu feras les livraisons, moi je ferai les pizzas. Et puis le concept, en fait, ça va être d'aller un peu à la croisée de deux mondes dans le métier de la pizza. C'est il y a 15 ans, il y avait les Américains qui étaient très forts sur le takeaway et sur le delivery avec les arrivées de Domino's et Pizza Hut sur le marché français. Et puis il y avait les restaurants italiens où on allait le week-end, qui faisaient des très bonnes pizzas, mais qui étaient peut-être un peu moins forts sur toute la partie distribution. Et donc on monte notre première pizzeria à deux. Donc il fait les livraisons, moi je fais les pizzas. Et puis, bah, toujours avec une envie, en fait, c'était de proposer un très bon produit à nos clients, mais avec un service très rapide associé à de la livraison. Et puis, bah, on monte notre premier point de vente comme ça. Et puis, le deuxième, 3 ans après, sur la ville de Saint-Chamond. Un troisième à Saint-Prix-en-Jarret, en périphérie de Saint-Étienne. Et là, vraiment, à Saint-Étienne, ça a été un peu la consécration parce que c'était la cinquième année, on avait un peu plus d'argent. Je suis parti faire des formations sur le produit. On a vraiment travaillé avec un cabinet stéphanois, le design intérieur, pour avoir un produit fini qui était vachement plus abouti que ce qu'on avait pu faire sur les 5 premières années. Et puis en fait, ça a fait décoller les premiers. Donc les trois ont monté en termes de chiffre d'affaires. Et là, ça a été le début d'une belle aventure qui est Pizza Cosy actuellement. Quand tu dis que vous avez monté en termes de chiffre d'affaires, à ce moment-là, vous êtes à peu près à quel montant? Combien de personnes travaillent pour vous? Et qu'est-ce qui te pousse à aller faire des formations? En fait, en termes de chiffre d'affaires, la première année, on était deux avec David et on faisait à peu près 3 000 euros par semaine, donc 150 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires. Quand on a monté le troisième point de vente, on a tout de suite fait des semaines à 8 000 euros. Donc 8 fois D'accord. 5, 40, on fait 400 000. Et en fait, on a tellement créé de la notoriété que les deux premiers, ils sont remontés au niveau du troisième. Donc on a fait à peu près 400 000 euros par établissement. Donc on a franchi la barre. 1,2 million, Cette ouais. année, du million. Et on avait à peu près, je sais pas, mais entre 4 et 5 personnes par établissement. Donc on dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires. On fait, on a 15, on est 15 à peu près dans la structure. Ce qui me donne envie d'aller faire des formations, c'est que moi j'ai perdu mon papa, j'étais petit. Et j'ai
été élevé par mes grands-parents. Mes grands-parents avaient, une passion, c'était pas les grosses maisons, c'était pas les grosses voitures, mais c'était les restaurants gastronomiques et donc chaque été, on partait, heu, parcourir un peu la France, manger chez Vera, chez Bras, dans des belles tables, des 3 étoiles au guide Michelin et donc en fait, j'ai toujours aimé cette rigueur, cette recherche autour du produit, ce produit vraiment, en fait, bien fait, limite parfait. Et quand je faisais de la pizza, j'avais appris un peu avec mon oncle, mais c'était, tout à fait sommaire. On réfléchissait pas trop, en fait, ils suivaient une recette qu'ils avaient connue par le passé et moi je me suis dit: «En fait, il faut vraiment que je comprenne, heu, qu'est-ce qu'un empattement? Qu'est-ce qu'un levain? Qu'est-ce qu'une farine? Pourquoi il y a des farines raffinées, pas raffinées? Pourquoi on laisse, poser la pâte, maturer la pâte? Au lieu de mettre des oignons crus, est-ce qu'il y aurait pas un intérêt à les cuisiner?» Et donc en fait, j'ai fait énormément de recherches et de formation autour d'un super empattement avec une belle cuisson au feu de bois, d'une cuisine autour de tous ces ingrédients à la fois ultra simples, parce qu'en fait, j'arrivais pas à retrouver ça, chez, des distributeurs comme Metro, mais je voulais pas un poivron rempli d'huile d'olive en antipasti. Je voulais un poivron et uniquement pendant l'été parce que c'était la saison du poivron et à l'intérieur de mon poivron, je voulais de l'huile d'olive, du sel, du poivre et c'est tout. Et donc en fait, j'ai fait ces formations pour faire grandir, toute cette partie, produit. Et du coup, cette partie produit, c'est presque de la recherche et développement. Comment tu structures pour passer d'une échelle de une boutique à 3 établissements, puis après, du coup, en fait, transmettre cette recette à d'autres personnes? Bah, en fait, au début de 1 à 3 établissements, c'était pas très compliqué parce que j'étais opérationnel, dans les boutiques, donc je pouvais cuisiner pour les autres magasins et on avait un camion frigo qui tournait dans les 3 établissements. Au début, après, quand j'ai commencé à faire 4, 5, 6, là, c'était un peu plus compliqué parce que je pouvais pas tout distribuer. J'avais pas de magasin assez fat pour avoir une cuisine qui distribue les 6 points de vente. Donc, en fait, je donnais des fiches techniques. J'ai mis des recettes, des fiches techniques en place et tout. Et là, je suis arrivé face à une vraie problématique. C'est que, je sais pas si on peut dire que c'est humain, mais quand tu demandes de faire une recette à quelqu'un, soit malencontreusement, il va peut-être la faire trop cuire, soit il aime bien qu'il y ait un petit peu plus de sel et de sucre dans la sauce tomate. Et en fait, ils vont faire chacun à leur préférence. Le problème, c'est qu'en fait, on n'avait pas de produit qui était uniforme. Et j'avais vite compris que dans la franchise, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, McDo d'ailleurs le démontre très très bien, c'est l'uniformité qui fait la force. C'est un Big Mac aux quatre coins de la France, c'est toujours le même, t'es jamais déçu. Et donc, je me suis dit: «Il va falloir, enfin, à un moment donné, créer une cuisine centrale où vraiment je vais mettre un matériel plus sophistiqué, je vais mettre un cuisinier, nettement plus fort que moi et donc il va pouvoir, en plus de ça, aller plus loin dans toute la partie production et puis on sera, certifié par un laboratoire, on aura les agréments et donc du coup, on aura vraiment des DLC qui seront plus poussés». Et j'avais ça en tête et un jour, il y a, un une personne qui vient nous vendre des caisses automatiques et il repart avec un contrat de franchise. Et donc là, tout de suite, c'est notre premier franchisé. Et à ce moment-là, on se dit, bon, on a le premier franchisé, on est en train de lui vendre que tous les ingrédients seront distribués par nos propres soins. Et donc là, bah, ça a été un peu l'accélérateur. Et on a tout de suite trouvé en périphérie de Saint-Étienne, à Sorbier, pas très loin de mes nouveaux locaux. On a pris un bâtiment de 500 mètres carrés où on a fait construire une cuisine centrale, une partie bureau pour avoir de la place pour toutes les personnes qui allaient travailler sur le développement de l'enseigne, et puis une partie stockage parce qu'on commençait à référencer des conneries, mais des sacs avec le logo Pizza Cosy, des emballages avec le logo Pizza Cosy. Et donc on a créé Stockog, c'était en 2016. Comment tu te fais accompagner pour structurer cette partie-là enfin, déjà, est-ce que vous vous faites accompagner? Et comment tu trouves le prestataire qui vous aide à structurer une franchise? Parce qu'une franchise, on s'y prépare, on se lance pas comme ça en fait. Clairement. Alors au début, on était des copains et donc on pensait connaître. Il y avait des gens qui avaient un peu rôdé dans la franchise. Le truc, c'est qu'un modèle de franchise, ça se copie pas. Ça s'écrit, ça se construit, ça se réfléchit. Donc bah, on part avec le premier franchisé, un peu la fleur au fusil en se disant, «On va lui faire ça comme contrat, puis on lui fera vraiment pas payer cher, comme ça au moins notre concept il sera attractif» et en fait, bah, ça fonctionne pas. Alors le modèle, on ne sait même pas qu'il fonctionne pas encore parce que c'est tellement, le début qu'on pense que ça va fonctionner. Mais un jour, on va au salon de la franchise et on rencontre un mec de la CCI, Marc David, que je côtoie toujours d'ailleurs et il me dit: «Putain les gars, vous avez un super projet, la bande de potes elle est top, faut absolument que je vous montre un consultant en franchise». Et donc là, on rencontre un consultant en franchise et on lui explique ce qu'on fait.
d'où on vient, où c'est qu'on souhaite aller. Et là, il dit, les gars, enfin, c'est bien. Vous avez un bon projet. Vous pouvez être un bon commerçant avec un point de vente. Vous pouvez être des bons chefs d'entreprise avec 4, 5 points de vente. Mais pour devenir des bons franchiseurs, c'est un métier qui s'apprend. Et donc, je pense qu'il faut que je fasse une audit de votre façon de travailler et puis que je vous conseille pour l'avenir. Et donc là, en fait, le mec, il est rentré dans le jeu et il nous a tout de suite éclairé. Tout tombait sous le sens. Et donc, ça a été un mentor pendant, j'ai envie de dire, une petite dizaine d'années. Qu'est-ce qui a été le plus frappant dans les conseils qu'il a pu vous donner et que vous avez mis en œuvre? Qu'est-ce qui a été le plus frappant? Tout était intéressant. Déjà, une franchise, en fait, c'est pas quand on fait pas payer de droits d'entrée et pas de redevance qu'on est attirant. Bien au contraire, en fait, je pense qu'un potentiel franchisé se dit qu'un franchiseur gagne sa vie et développe sa structure avec de l'argent et donc il faut un vrai droit d'entrée qui soit en lien avec, en fait, la croissance de ta boîte et puis des redevances par rapport aux services que tu fournis. Et si je prends une parallèle, c'est un peu comme un club de foot. Un club de foot qui a pas d'argent, il n'aura pas des bons joueurs et donc du coup, il pourra pas aller gagner la Ligue 2, la Ligue 1 ou voire plus. Donc en fait, déjà, il nous a appris à comprendre le modèle et de nous dire qu'il fallait un juste droit d'entrée, des justes redevances qui allaient évoluer tout au long de leur vie de franchisé. Il nous a appris aussi que entre franchiseur et franchisé, c'est vraiment un rôle gagnant-gagnant. C'est que tu dois amener des services à ton franchisé a des devoirs et il doit les respecter. Tout ça est régi autour d'un contrat. Et puis, il y a plusieurs contrats parce que quand tu reçois un franchisé au départ, tu fais une journée d'information, il y a une journée d'immersion, il y a un document d'information précontractuel, il y a un contrat de réservation de zone, et après, il y a un contrat de franchise. Et donc, en fait, tout ça, bah, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas l'inventer. Et donc, il t'apprend un peu toute la partie juridique, organisationnelle, et puis aussi, bah, quels sont tes devoirs en fait, parce que c'est pas le tout de signer des contrats. Il y en a beaucoup qui que signent des contrats, montent des franchises, en ouvrent plein, mais après, il faut avoir en tête qu'un franchisé, c'est une personne qui croit en ton projet, qui croit en toi, en la personne que tu es, et qui se dit, je suis un cadre en reconversion, j'ai gagné de l'argent toute ma vie, j'ai 50 000 € à mettre dans un projet pour les peut-être 10, 15 prochaines années de ma vie. Bah, en fait, ce mec, on doit lui amener un concept qui fonctionne et un accompagnement qui fonctionne. Et donc, il nous a vraiment fait prendre ça, conscience de ça. Comment vous l'avez structuré du coup, cet accompagnement? C'est un playbook que vous transmettrez? C'est, des cours que vous, proposez à vos franchisés? C'est un quelqu'un qui vient vous voir et qui dit: «Je veux être franchisé», aujourd'hui, en fait, il reçoit quoi et c'est quoi le cahier des charges qu'il doit respecter? Alors c'est ultra complet, hein. Un franchisé qui vient nous voir, déjà, faut savoir qu'en fait, tu as, sur 100 candidats au départ, tu en as 10 qui vont signer un DIP, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros filtre et après il y en a un qui va, ouvrir son point de vente. Allez, entre un et 2. Donc il y a un énorme filtre à l'entrée. Il faut vraiment avoir 4 quelqu'un qui soit en face de tes valeurs. Nous, on est des petits commerçants. En moyenne, on fait un peu moins de 700 000 € de chiffre d'affaires par unité. Donc en fait, on reste des commerçants de proximité. On veut une personne de terrain, qui se souviennent de François qui vient tous les mardis prendre une reine avec des olives pour son enfant à 7h30 en sortant du foot. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il y ait cette proximité, donc il faut que ça soit quelqu'un qui a envie d'être un très très bon commerçant. On le dit souvent, on s'est beaucoup battu sur le produit, mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, plein se battent sur le produit. Et je pense qu'il faut revenir aux essentiels d'un vrai bon commerçant, c'est un magasin très propre, un super accueil et un service très rapide. Et donc, une fois que tu as choisi cette personne, après, tu vas l'onboarder jusqu'à l'ouverture avec des formations. Et puis derrière, tu vas mettre des documents à disposition. Donc, nous, c'est tout recentré sur un CRM où à l'intérieur, tu as un manuel opératoire. Donc, ça, c'est des centaines de pages qui reprend tout ton savoir-faire millimétré sur toutes les verticales. Et puis après, tu as une équipe d'animation qui s'occupe des franchisés tout au long de leur vie de franchisé. Donc au début, tu es très proche de ton franchisé parce qu'en fait, il est sur une phase d'apprentissage. Et après, une fois qu'il est autonome, tu le rends visite 4 fois par an. Et autour de tout ça, il y a pas mal de commissions, des commissions marketing, des commissions produits, des réunions régionales, des conventions. Il y a tout un tas en fait de temps d'échange avec les franchisés pour garder du contact et pas oublier qu'en fait, nous, au siège, malgré qu'on ait encore 10 succursales, donc on sait de quoi on parle quand on fait de l'opérationnel, mais malgré tout, c'est les franchisés qui sont sur le terrain et c'est hyper important d'avoir le feedback du terrain parce qu'en fait, eh ben, eux, ils sont au contact avec les clients, eux, ils ont les retours en direct et donc en fait, comme je disais tout à l'heure, cet échange gagnant-gagnant, c'est vraiment ce rôle de vous êtes sur le terrain, on est au siège, on construit une marque ultra forte, vous construisez une relation de commerçant ultra forte et ensemble,
on va faire grandir et je dis souvent que c'est notre bien commun. C'est pas ma marque, c'est pas leur point de vente, c'est notre bien commun. Il y a un mot sur lequel tu insistes beaucoup, c'est commerçant. Aujourd'hui, le mot qui est à la mode, c'est plutôt entrepreneur. Toi, tu fais quelle différence entre les deux, même si j'ai une petite idée, et de quelle façon tu amènes un franchisé à être et commerçant et entrepreneur? En fait, je pense qu'on peut être un très bon entrepreneur et être un très bon commerçant. Je dis juste que pour moi, je vais essayer d'emmener mes franchisés de très bons commerçants à très bons entrepreneurs. Mais on n'a pas des boîtes au CAC 40, on n'a pas des McDo, on reste des petits commerçants. Et en fait, je l'ai vu par le passé et faut être très vigilant, c'est on monte un établissement, on est focus dedans et ça se passe bien. Et quand on commence à en monter un deuxième, un troisième, on prend rapidement de la hauteur, on est un peu moins sur le terrain et donc du coup, il peut y avoir du turnover dans les équipes. S'il y a du turnover, il y a une perte de savoir-faire. S'il y a une perte de savoir-faire, il y a de la déception client. S'il y a de la déception client, il y a de la baisse de chiffre d'affaires. Et donc en fait, on est un peu revenu aux essentiels en se disant, à la base, vous avez signé pour avoir un pizza cosy, pour être un vrai commerçant. Et moi, je prends souvent l'exemple de mon beau-père. Il a été poissonnier et commerçant à la Talaudière toute sa vie, pendant 30 ans. Et il a toujours eu un chiffre d'affaires qui a été en croissance, malgré les crises de 2009 mais en fait, c'est juste qu'il connaissait tous ses clients, il était au contact, il y avait jamais de pas de travers, il était là au début, à la fin, son magasin était propre et moi, je me rends compte que beaucoup de gens veulent vite devenir entrepreneur, vite prendre de la hauteur, vite mais c'est pas le métier que nous, on a à la base. Alors par contre, notre rôle franchiseur, et on l'a compris, c'est vraiment d'accompagner un commerçant à devenir, j'ai envie de dire, entrepreneur en ayant plusieurs points de vente, mais il faut mettre des process en place, il faut vraiment cadrer, il faut avoir des outils, il faut pas oublier que bah, tu peux avoir 3 points de vente, bah, peut-être que ton temps, tu vas le diviser en trois, mais il faudra quand même un peu passer du temps dans l'opérationnel. Enfin, moi, je parle vraiment de commerçant parce que je te dis, on fait en moyenne un peu moins de 700 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Et ça passe par des commerçants de proximité. Et puis de toute façon, je le vois dans mes points de vente, c'est que quand tu as des gens qui sont ultra investis à l'intérieur, ça se voit sur les notes vis-à-vis des consommateurs et ça découle sur le chiffre. Tu disais aussi qu'il y a 4 visites à peu près dans l'année sur chacun des points de vente. C'est des visites qui sont planifiées, c'est des visites surprises. Comment, tu t'assures que la qualité Pizza Cosy et le cahier des charges Pizza Cosy est tout le temps respecté? Exactement. Alors avant, on a eu fait des surprises. On en a fait de moins en moins ces dernières années. Et là, je pense qu'on va en remettre un peu. L'idée, en fait, c'était de se dire, on fait pas de visite surprise. Comme ça, au moins, le franchisé, il est prévenu. Il a prévu son temps pour nous. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas arriver avec une feuille et mettre des croix en disant c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Pour moi, un animateur, c'est pas un gendarme. Pour moi, un animateur, c'est un coach. C'est de se dire, OK, t'es franchisé. Ton plan de carrière chez Pizza Cosy, c'est d'avoir 3 magasins dans 7 ans. Comment on va s'organiser et se structurer pour avoir ces 3 magasins dans 7 ans? Et on va y aller par étapes. Et on va te challenger. On va travailler avec toi déjà les opérations, développer ton chiffre d'affaires, attention à la marge, attention à la masse salariale, quel est le score NPS vis-à-vis de tes clients, est-ce qu'ils sont contents ou pas contents? Ok. Et après, derrière, comment on arrive à un peu sortir de l'opérationnel pour commencer à penser au deuxième? Donc, euh, les animateurs, c'est plus, j'ai envie de dire, des personnes qui vont regarder ce qui fonctionne pas bien pour te faire évoluer et donc faire évoluer la rentabilité de ta boîte, in fine, hein. Mais malgré tout, on s'est aperçu que bah, quand on dit qu'on passe, ben ils le savent. Et donc tout est nickel. Et quand on passe à l'improviste, bah, des fois c'est un peu moins le cas. Parce que la tenue, elle est pas là, parce qu'on s'amuse à mettre un autre produit qui peut peut-être nous arranger, parce que c'est un peu moins cher. Et donc en fait, c'est ce qu'il faut faire comprendre aux franchisés, et d'ailleurs à tous les gens qui nous écoutent, c'est que la franchise, la force d'une franchise, c'est l'uniformité. McDo, eux, ils allaient carrément au bout du bout il y a des années. Et ils demandaient au mec, si tu veux aller en service, tu te rases. Et il y a un rasoir dans les toilettes. Et sinon, on est dans l'alimentaire. Et si tu te rases pas, tu vas pas en service. Tu vois, ils poussaient le trait. Mais tu vas chez McDo, ils ont tous la tenue. Il y en a pas un qui a une chemise à fleurs ou l'autre qui a oublié son pantalon et qui est avec un short. C'est mort. Il n'y a pas un franchisé qui se dit la sauce Big Mac, attends, j'en ai trouvé une à métro, elle est un peu moins chère. C'est mort. C'est qu'en fait, tout est carré, tout est processé. Quand il va, t'es jamais déçu. Que t'aimes ou t'aimes pas le produit. Et donc, nous, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire respecter ça pour que ben, tout soit
bah, millimétré et qu'une personne qui aime Pizza Cosy, eh ben, il ait le même accueil à Besançon qu'à Saint-Étienne. Il a la même pizza au chorizo, avec le même chorizo et les mêmes confits d'oignons. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment et donc le rôle d'un animateur, c'est pas facile, hein, parce que tu es face à des entrepreneurs qui sont quand même indépendants, malgré qu'ils sont rattachés à une marque, mais tu es face à des entrepreneurs. Après, c'est ce qu'on dit souvent, la franchise, c'est un cadre. C'est je suis entrepreneur, j'ai pas envie d'inventer un concept, j'ai pas envie de penser à un savoir-faire, je vais tout vous écouter et vous allez me donner un savoir-faire, vous allez me donner une image de marque, vous allez me donner un cadre. Mon rôle, c'est de pas me mordre sur la ligne blanche, c'est vraiment de rester dans le cadre. Et on le dit souvent, on peut comprendre que certains franchisés aient envie peut-être un peu de sortir du cadre. À ce moment-là, en fait, il ne fallait pas venir chez nous pour qu'on apprenne un savoir-faire, il fallait le faire tout seul. Et donc, auquel cas, si vous voulez sortir du cadre, ben, on va trouver une solution ensemble pour que demain, vous arrêtiez votre activité de pizzaiolo. C'est prévu d'ailleurs dans votre contrat, cette séparation? Bien sûr, bien sûr. Nous, en fait, vu que les franchisés viennent chez nous et qu'ils apprennent un savoir-faire, si demain ils ne le respectent pas, ils sortent. Mais par contre, ils sortent pas avec un restaurant Pizza Cosy en enlevant le nom Pizza Cosy, en bénéficiant du savoir-faire, parce que ce savoir-faire, il a un prix, et donc du coup, ils ne peuvent plus faire de la pizza pendant l'année qui suit. Heu, D'accord. on dit souvent en fait, heu, tu une lune de miel, c'est-à-dire qu'un franchisé quand il arrive pendant 2 ans, tu lui apprends tout. Donc il est hyper content parce que ce métier, il le connaissait pas. Sauf que 2 ans après, bah, en fait, il le connaît super bien. Donc il a plus vraiment conscience que tout ce qu'il a appris, c'est grâce à toi et il voit vraiment ce qui va pas trop. Il voit pas vraiment tout ce qui va bien et ce qui a été appris, tu vois? La valeur que tu lui apportes et la valeur que tu crées pour lui en permanence. Exactement, ça peut arriver et donc faut rappeler que, bah, voilà, ils ont signé un contrat de franchise pour avoir un savoir-faire. Le savoir-faire, nous, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on le broche, qu'on pense, qu'on dort pas la nuit à penser à tout ça et donc oui, maintenant, la franchise, elle est ce qu'elle est et ils arrivent à faire des fois 300, 400, 500 pizzas par jour parce qu'en fait, si tu veux, il y a tout ce bloc qui a été construit et donc tout ça est régi par un contrat de franchise et si, le franchisé respecte pas alors si pour, il y a eu une problématique, il est allé se dépanner, il a pas exactement le bon produit, mais ça reste 1 jour ou 2 jours dans l'année. Bon, ça, je vais te dire, on passe. Si un jour il a pas exactement le bon pantalon, on peut passer aussi. Mais si on sent que c'est répété, que c'est fait exprès, qu'il essaye de, trouver des solutions pour, bah là, il y a le contrat qui fait foi. Ouais. Vous avez une centrale d'achat commune, ça se passe comment en fait aujourd'hui, où chacun est libre de ses approvisionnements? Non, encore une fois, si on revient au sujet uniformité, il faut que tous les approvisionnements soient les mêmes. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était au démarrage, quand on a lancé la cuisine centrale, on a monté aussi une petite centrale d'achat parce qu'à la base, j'avais un problème en fait, c'est que je faisais référencer des produits chez un distributeur, mais en fait, ces produits, il les distribuait à mes concurrents parce qu'une fois qu'il avait la main sur la marque, bah, du coup, il le proposait à tous ses clients. Et ça m'embêtait un peu. Donc, je me suis dit, je vais créer une centrale d'achat où je vais référencer des produits. L'idée, c'est pas d'être moins cher que tout le monde. Et puis, quand tu vois que Metro fait 7 milliards d'euros en 2024 ou 9 milliards, je crois, c'est colossal. Bah, je peux pas prétendre. L'idée, c'est que j'arrive à avoir un bon produit à un bon prix avec un excellent service. Donc j'essaie toujours de me caler sur des prix métro, malgré que des fois, bah, les marges, elles sont vachement plus faibles de mon côté, avec un faible volume d'achat. Mais par contre, moi, ce que je voulais permettre aux franchisés, c'est d'avoir un outil et que avec cet outil, tu aies la proposition de tous les ingrédients, tu puisses passer ta commande et être livré le lendemain ou le surlendemain. Et à l'intérieur, il y a tout. Ce qui est hyper en fait compliqué quand tu es en restauration. Et ça reste des coûts cachés parce que ça apparaît pas vraiment dans le bilan. Mais c'est j'ai 5-6 fournisseurs. J'ai du coup 5-6 moments de livraison où il faut que je mette des salariés pour réceptionner. J'ai 5-6 factures. Et en fait, tout ça décuplé prend du temps. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment un truc hyper simple en disant aux franchisés 90-95% des produits vont passer chez moi. Ça peut être une chaise, ça peut être un t-shirt, ça peut être un bac à pâton, mais ça peut être aussi mon confit d'oignon, et puis la farine, et puis la tomate. Et en fait, bah, on va avoir un logiciel simple. On connaît vos ventes, du moins vos prévisions de vente. On sait ce que vous avez en stock. Et donc, du coup, on vous fait une proposition de commande pour que vous n'ayez pas trop de surstock et tout. Et si vous validez la proposition de commande, bah, vous êtes livré le lendemain ou le surlendemain. Et donc, on a mis cette centrale d'achat et ça fait une vraie force vis-à-vis de nos concurrents sur le marché parce que, eh ben, il y a pas mal de franchisés qui viennent chez nous en se disant, il y a une vraie valeur ajoutée. Déjà, ils ont monté des bâtiments
ils croient à l'avenir parce que tu vois nos concurrents, ils se posent la question de est-ce que c'est pas le moment de vendre? Je vois que ça parle de LBO à droite à gauche. Nous, en fait, on est en train de se dire qu'on veut devenir la meilleure enseigne de pizzeria en France, l'enseigne incontournable, et donc on met tous les investissements en face. Et d'ailleurs, ça, c'est une grosse prise de risque de notre part, pas vraiment appréciée des fois à sa juste valeur par nos franchisés. Mais quand tu mets 5 millions d'euros dans une plateforme où je suis en 2024, bah, c'est que derrière, ça t'oblige à ouvrir, ça t'oblige à avoir des magasins qui font de la croissance, ça t'oblige à pousser et t'as une vision de je suis encore là sur les 10 prochaines années à minima, tu vois. Et donc, on a toujours cru en cette plateforme et on a toujours énormément investi dans la cuisine centrale et dans la plateforme pour accompagner nos franchisés et leur croissance. Et justement, par rapport à tes franchisés, comment tu t'es structuré pour tout le temps leur apporter de la valeur et une valeur de plus en plus forte? En fait, tu découpes un peu le métier en plusieurs points et après tu te dis, OK, sur toute la partie IT, qu'est-ce qu'il faut que j'ai? Il me faut une super caisse, un super écosystème en termes de fidélité, e-commerce, gestion de marge, gestion de masse salariale. Et puis si j'ai plusieurs magasins, bah, ces KPI, il faudrait qu'ils remontent dans un BI. Parce que demain, je pourrais voir à la semaine ou même de façon journalière quelle est la marge, la masse salariale consolidée des trois, mais magasin par magasin. Je vais regarder où ça pêche et tout. Mais pour construire des écosystèmes comme ça coûte en fait un fric monstre et il faut du monde. Donc là, tu te dis, bah, je vais prendre un DSI et puis un chef de projet qui vont organiser tout ça, mais qui vont aussi être attentifs à ce qui se passe dans le monde de l'IT et comment je peux modifier, changer pour avoir toujours le système le plus performant. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée parce qu'en fait, les franchisés, tu leur mets le système au début de leur vie de franchisé et après, tu animes tout. Donc forcément, des fois, il y a un peu des couacs. Mais tous ces outils qui sont apaisés avec les négociations de contrats et tout, c'est un job de malade. On se rend pas compte, mais c'est un job de malade. Tu as toute la partie cuisine centrale, euh, où là, tu te dis, il faut que j'augmente la qualité de mes produits. Donc, tu vas prendre une chef exécutive comme Carla Ferrari, qui a fait Top Chef, qui a été classée dans le top 80 des pizzerias italiennes, et qui, elle, va travailler une super sauce bolognaise pour avoir une sauce bolognaise à mettre sur les pizzas au lieu d'acheter du bœuf haché, de le mettre sur la pizza, d'avoir des problèmes de traçabilité et autres. Et donc, en fait, chaque verticale, bah, tu la structures, tu travailles avec une équipe en marketing et communication, et puis tu vas prendre un petit consultant à droite, et puis un consultant à gauche, et les réseaux sociaux, ça évolue, donc tu vas retravailler avec un consultant pour, en fait, tu veux, l'idée, c'est vraiment de faire évoluer toutes ces verticales, et au siège, nous, entre la logistique, la cuisine et le siège, on est 65, et en fait, des fois, c'est un peu frustrant, parce que les gens du terrain ont toujours l'impression qu'au siège, tu fais pas grand-chose, mais c'est colossal, toutes ces réflexions, toutes ces... Ouais, toutes ces réflexions pour en fait toujours avoir un truc qui a un temps d'avance, tu vois. Tu vas travailler avec une super boîte pour revoir toute la direction artistique parce que ta marque, eh ben, elle est née en 2010, en 2016, tu as remis un coup de relifting, mais en fait, on est en 2024, faut peaufiner le logo, faut travailler les couleurs, faut travailler la déco intérieure, faut référencer des nouveaux matériaux. C'est compliqué, hein, parce que, et en plus de ça, si tu es stéphanois, tu le sais, et moi, c'est ce que je dis souvent, les Français ou les humains ont peur un peu du changement. Mais moi, en fait, si tu veux, la personne que j'adulais quand j'étais gamin et qui m'a donné envie d'ailleurs de faire ce métier, c'était une enseigne qui s'appelait Scooter Pizza à Saint-Etienne. Le mec, il avait 15 points de vente. Et moi, quand j'avais un point de vente avec David, on disait, oh là là, il en a 15, mais c'est incroyable. Et lui, il a jamais changé. Il a jamais rien changé. Et alors d'aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc tu vois, en 15 ans, il est passé de 15 à 0, et nous, en 15 ans, on est passé de 0 à 80 cette année. Et c'est vrai que pour les franchisés, des fois, ça doit leur faire un peu flipper parce que moi, j'ai vraiment cette personnalité-là, c'est de toujours vouloir changer, toujours vouloir revoir, machin et tout. Et donc, il faut réussir à mettre le curseur au bon endroit pour que moi, j'en fasse pas de trop, mais que les franchisés, malgré tout, ils arrivent à suivre. Et après, il faut réussir à faire suivre un collectif. Et plus tu as de monde, plus ce collectif, il est compliqué à faire suivre. Euh, mais voilà, je pense aussi, c'est ce qui fait la force de notre marque, c'est toujours ces remises en question. Et quand un sujet va bien, malgré tout, on se remet en question. Et puis après, attention, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Des fois, tu vas te dire, la logistique, ça va super bien. Et puis, tu as une personne qui part, et donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, on est en train de remettre le poids de corps sur la logistique. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est une vraie épreuve. Comment toi, qui
à arrêter l'école à 17 ans parce que justement, tu n'y trouvais pas d'intérêt. Tu as appris justement à gérer ce collectif et faire évoluer ce collectif et trouver les meilleures personnes pour t'entourer. Parce que je pense que déjà, je suis quelqu'un de passionné. Et je le dis souvent, hein, j'aurais pu monter une boîte de carrelage, j'aurais été passionné par le carrelage, à poser des beaux carreaux dans des belles maisons, avec des belles découpes et tout. Je suis passionné de ce que je fais. Je pense que je regarde toujours ce qui se fait en France ou à l'étranger pour essayer d'avoir un temps d'avance. Et puis, j'ai compris en fait rapidement qu'il fallait que je m'entoure de gens meilleurs que moi. Parce que au début, ben, je suis pas forcément, le meilleur en communication marketing et donc du coup, il me faut un responsable de com marketing. Puis après, j'internalise, la logistique, bah, il me faut un responsable supply chain et après j'internalise toute la partie IT, il me faut un DSI et je pense qu'à chaque fois, en fait, j'essaie de prendre des gens qui sont vraiment câblés, qui sont capés pour le niveau que j'ai actuellement. Je dis souvent que malheureusement, tu es obligé de te renouveler en termes d'équipe parce que ce que je disais tout à l'heure, hein, l'équipe qui te fait gagner la Ligue 2, c'est pas l'équipe qui te fait gagner la Ligue des Champions. Et donc malheureusement, il y a des profils, tu fais de ton maximum et ils arrivent à évoluer avec des formations et puis parce qu'en fait, ils sont réfléchis et proactifs. Et il y a des personnes, bah, des fois, il faut savoir s'en séparer pour prendre d'autres personnes qui vont te faire évoluer. Et je pense que, enfin, moi, j'ai jamais eu ce problème, hein. Je lâche plein de métiers parce que je sais que j'ai des personnes qui sont nettement meilleures. Et là, je suis en train de lâcher même le métier au sens large. C'est que j'ai pris un directeur général, Jérémy Cerceau, bah, qu'en fait, il le fait mieux que moi parce qu'il a de l'expérience, il a de l'ancienneté, c'est quelqu'un qui est brillant et donc du coup, je suis en train de lui laisser ma place sur le poste de directeur général. Et je pense qu'une fois que tu as compris ça et que tu mets ton ego de côté et que tu te dis que plus tu prends des gens compétents, plus tu apprends, mais plus tu fais grandir le collectif, bah, je pense que c'est la force de notre groupe actuellement. Est-ce qu'il y a eu un élément qui a été déclencheur sur le fait de recruter un DG pour te suppléer? Il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur. Euh, je me suis toujours dit qu'à un moment, il fallait que j'y passe. Mais pour moi, avant d'une histoire de compétence, c'était une histoire de personne. Mhm. Parce que j'ai fait évoluer mes équipes, j'ai monté mon COMEX, mon CODIR, on a évolué ensemble jusqu'à décembre 2024. Et je me disais que il fallait que je trouve une personne, mais vraiment que déjà ce lien humain, il y ait vraiment ce lien fort, que mes franchisés ils arrivent à le comprendre, qu'il y ait une vraie crédibilité, qu'avec moi ça se passe bien, qu'ils s'entendent très bien avec mon associé. Et ça s'est vraiment fait par hasard, hein. J'ai été invité à une vidéo à Paris. Je tombe sur lui, on discute, et puis en fait, de fil en aiguille, on parle, on parle, on parle, on parle. On s'est pas lâché pendant un an. Et à un moment donné, autour d'une discussion à table, il me dit, putain, j'adore ce que tu fais. Et puis j'ai déjà été directeur général. Moi, j'ai une boîte de conseil dans la food, mais j'en suis sûr qu'elle pourrait s'intégrer dans ton groupe. Et si tu as le goût, je prends la place de DG. Et là, je me suis dit, j'aurais aimé, j'aurais pas pensé qu'en gros, il ait envie de faire ça. Et bah là, c'est tombé sous le sens. Et tu vois, il est là depuis décembre 2024 et il apporte énormément. Énormément. Est-ce qu'il y a d'autres recrutements qui t'ont permis de passer des caps de croissance? Euh, Euh, alors, j'ai eu un recrutement, mon directeur supply chain. Lui m'a permis de passer un gros cap de croissance parce qu'en fait, quand j'ai dit, OK, je veux mettre une cuisine centrale en place et je veux mettre une logistique, fallait le faire, mais bien le faire. Moi, je connaissais rien à tout ça. Je savais que je voulais le faire. Donc, lui, il est arrivé, il a tout structuré et ça s'est extrêmement bien passé. Donc, lui, vrai cap de croissance. Après, j'ai eu pas mal de directeurs qui m'ont amené de la valeur ajoutée. Tu sais, tu as un DRH qui structure toute la partie ressources humaines. C'est un job, mine de rien. Enfin, tu vois, faut être carré, c'est colossal. La partie DSI, j'ai mon directeur administratif et financier. Bah, lui, pour le coup, c'était un de mes premiers livreurs que j'avais débauché chez Domino's Pizza et qui a grandi avec le collectif. Et pareil, tu vois, des super mecs à qui on fait faire des formations pour essayer de monter les marches parce qu'on a vraiment envie de les garder. Donc tous m'ont fait grandir. J'ai une super directrice marketing aussi qui est venue et qui a vraiment dit, OK, on a compris ce que c'était Pizza Cosy. Maintenant, on va être vraiment attiré par la performance, comment on va générer de la croissance, quelle image on donne à Pizza Cosy, comment on voit Pizza Cosy dans... Tu vois, c'était une personne qui arrivait vraiment à se projeter, à se dire, on l'emmène où Pizza Cosy, ça va être quoi Pizza Cosy. Donc j'ai envie de te dire que vraiment, tous.
ont mis leur pierre à l'édifice. Mais je pense que s'il y a vraiment deux profils où il y a eu un vrai gap, c'est le mec qui m'a construit la logistique parce que c'était ultra important et mon directeur général là qui est en train de un peu sonner la fin de la récré. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est sympa, qui fait confiance à tout le monde, qui fait évoluer, qui paye des formations, qui regarde pas trop. Et donc, quand tout va bien, tout va bien. Et on était dans des grosses phases de développement. Et à un moment donné, tu investis beaucoup, tu développes un peu moins. Et donc là, bah, c'est un peu plus compliqué. Et là, il est vraiment en train de tout restructurer. Et ça, c'était essentiel de le faire cette année. Et il le fait extrêmement bien. Donc, je suis très content. Il arrive à point nommé. Du coup, la prochaine étape de croissance, tu te fixes quel objectif et échéance? Euh, la prochaine étape de croissance, je pense qu'on structure en 2025 et on réaccélère en 2026. L'année dernière, on a créé un groupe qui s'appelle Le Grand Feu, au-dessus de Pizza Cosy, parce qu'on avait en fait deux besoins de la part de nos clients. On avait des clients qui voulaient qu'on leur distribue des produits à façon et de la logistique comme on fait à Pizza Cosy, donc des gens qui ont des enseignes, qui veulent exactement la même chose, parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont en restauration veulent avoir des produits bien à eux, des produits prestés, et nous, on a la capacité de le faire. Et de l'autre côté, on avait nos franchisés qui nous disaient est-ce que vous auriez une ou deux enseignes à nous proposer supplémentaires qui pourraient être complémentaires mais pas concurrentes et qu'on pourrait positionner à côté de notre point de vente parce qu'en fait tu dis est-ce qu'un franchisé vaut mieux qu'il fasse avec trois magasins à 45 minutes de route ou qu'il ait trois magasins complémentaires mais pas concurrents les uns à côté des autres. Et donc en fait on est rentré au capital de deux enseignes, une enseigne de poulet frit, une enseigne de grec méditerranéen. Et donc là l'idée c'est vraiment de structurer tout ça pour l'année prochaine, développer, mais donc il faut finaliser deux, trois paramètres sur l'enseigne de fried chicken. L'enseigne de grecque et méditerranéenne, c'est des jeunes et donc ils sont en train de finir de se structurer. Moi, je m'étais amusé à lancer une activité aussi de pizza plaque. C'est des pizzas al taglio, c'est la pizza que tu retrouves au nord de l'Italie. Et donc en fait, cette pizza, je la fais cuire dans un labo, je la fais cuire à 80%, je la mets sous vide et je la distribue dans des lieux de vie, des clubs de paddle, des bars à bière, des bowling, parce qu'en fait, énormément de lieux de vie et de plus en plus ont envie d'avoir une offre de restauration, mais d'avoir aucune contrainte de restaurateur avec une marge de restaurateur pour le coup. Et donc Ouais. nous, en fait, on fait ce produit. Et ça, c'est un produit, on a fait 400% de croissance en janvier. Ça cartonne. Donc là, on est en train aussi de dimensionner la cuisine. Tu vois, je suis en train de finir l'édevis là. Ce matin, je vais investir encore 500 000 euros dans cette ligne de production pour vraiment développer. Donc vraiment, cette année, on structure. L'année prochaine, on accélère. Je pense que si vraiment je veux qu'on soit très performant, j'ai Jérémy, mon directeur général, qui s'occupe de toute la partie enseigne. Je pense que demain, il faudra qu'il prenne la direction générale du groupe au sens large et qu'on mette une personne sur toute la partie direction supply chain où en fait il y a vraiment quelqu'un qui cadre toute la partie production, qui cadre la partie logistique et qui cadre la partie commerce, achat. Donc pour moi c'est la phase de fin d'année, début d'année prochaine pour pouvoir réaccélérer tranquillement. Vous êtes toujours indépendant. Tu as parlé de vos concurrents qui cherchaient à se vendre ou faire des LBO. Vous, comment vous avez structuré justement l'évolution du capital et les prises de participation dont tu nous as parlé? En fait, j'avais un associé qui nous avait accompagnés de 2016 à 2020 à peu près, et qu'on on a trouvé une porte de sortie. Donc du coup, il a fallu lui racheter son capital. Et on s'était dit, OK, on a l'achat du capital de notre ancien associé qui part. Et puis, on a aussi la construction de cette plateforme logistique à 5 millions d'euros. Donc, ça représentait quand même pas mal de millions d'euros. Et on s'était dit, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un fonds avec nous au cas où en fait le financement passe pas? Parce que nous, on a toujours financé par nos propres moyens, on était tout seul depuis un certain laps de temps. Et puis j'avais beaucoup de fonds d'investissement qui me sollicitaient. Et je me suis dit en fait, je vais les rencontrer pour déjà comprendre en fait qui fait quoi. Parce que j'avais des banques, il y avait des mecs qui voulaient la majorité, des sleeping partners. Moi, je comprenais rien parce que je viens pas du tout de ce monde. Donc je me suis dit, je vais tous les rencontrer, les écouter et puis on verra bien. Et il s'est avéré en fait que on s'est super bien entendu avec la BNP Développement, BNP Paribas de Lyon. Deux mecs, franchement, trop cool.
bonne vision, comme on aime, tu vois, des gens simples, sans chichi, qui sont pas là pour regarder que les comptes, mais qui sont là pour faire évoluer. En plus, c'est un fonds bancaire, donc t'as pas de véhicule d'investissement bloqué à 5 ou 7 ans. Ils peuvent rester un peu plus longtemps, même s'il va falloir respecter un peu les années, mais c'est un peu moins contraignant que, que d'autres types de fonds. Et en fait, on a réussi à faire passer malgré tout nos deux financements. Mais on s'était tellement bien entendu avec eux qu'on a dit, écoutez, il nous faut un peu de capex supplémentaire pour suivre la croissance. Euh, Est-ce que ça vous dit de rentrer à 10%? Et donc, en fait, ils sont rentrés à 10%. Et puis là, j'ai mon directeur général associé à qui on a repris sa boîte. Et donc, lui, il est rentré au capital à 6%. Donc, le capital, il se décompose en 10, 6 et le reste pour David, mon associé, et moi-même. Hyper intéressant. Comment tu t'es fait conseiller dans cette phase de restructuration? Tu l'as fait toi-même? Tu es allé voir des banques d'affaires? En fait, j'ai eu beaucoup de fonds qui m'ont démarché, des banques d'affaires qui m'ont démarché. Et vraiment, ça, c'est quelque chose, quand tu connais pas, la première fois, tu vois, je le ferais vraiment différemment. Mais la première fois, ben, t'écoutes, tu comprends pas. Alors, j'ai de la chance d'être très, très bien épaulé. J'ai un expert comptable qui nous suit depuis 4-5 ans, qui est brillant. Et aussi, on a le patron d'un très gros groupe de cabinets d'avocats, qui est pour le coup aussi stéphanois, qui a plusieurs cabinets en Rhône-Alpes, et il s'occupait de notre cas. Et ça se D'accord. passe extrêmement bien. C'est une personne qui travaille que les hauts de bilan, et c'est lui d'ailleurs qui nous a conseillé à la BNP. Euh, et donc ensemble, expert comptable, avocat, et ben on a co-créé en fait tout ce, cet univers un peu capitalistique. C'est quoi ton prochain challenge, toi, personnellement? Mon prochain challenge personnel, j'ai vraiment envie, en fait, c'est assez compliqué parce que tu sais, j'ai toujours été aux manettes. Et là, plus le temps passe, plus je suis convaincu que si je veux que ça accélère encore plus fort, il va falloir que je sorte un peu. Pourquoi? Parce que quand je vois la place que mon directeur général prend et quand je vois le job qu'il fait, je suis assez convaincu que si demain il a une personne en supply chain, eh ben, ils seront vraiment plus puissants que moi. Et donc, je pense que avec les ambitions que j'ai, qui sont développer énormément cette marque en B2B, parce que je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire, et aussi de développer toute la partie production, distribution à d'autres enseignes. Si je veux arriver à ça, il faut que je m'organise fin d'année pour vraiment en fait que mon directeur général il prenne toute la place avec un directeur supply chain. Et je pense que ça, c'est vraiment mon objectif de demain, c'est savoir prendre du recul, être vraiment là en tant que président en disant, OK, je sais ce que je veux, je sais comment je veux composer la boîte, mais par contre, j'ai vraiment des opérationnels qui sont là, et moi, je sors totalement de l'opérationnel. Parce que on ne se rend pas compte, mais plus les années passent, tu sais, il y a des gens, des fois, ils se disent, oh, bah, t'as 80 magasins, il y a 800 personnes qui travaillent pour le groupe en France, Pizza Koji, c'est connu, tu fais quoi, tu bosses encore? En fait, j'ai jamais bossé autant de ma vie. À 6 heures, je suis parti de chez moi le matin, je rentre à 20 heures du soir, tu penses à tous les sujets, tu cogites à tout et tout. Et quand je vois, en fait, ce que m'amène mon directeur général, j'enlève des choses de ma tête, mais en plus de ça, c'est encore mieux géré. Bah, je me dis que si je tiens le trait et que je vais au bout du bout du bout, bah, je suis sûr que ça sera vraiment bien pour les marques du groupe, pour les équipes, et pour moi aussi, parce que ça fait 15 ans que je suis la tête dans le guidon, et j'ai besoin aussi de voir autre chose et de fonctionner différemment. Moi, je dis toujours qu'une boîte, pour se développer, elle doit être le plus indépendante du dirigeant et le plus processée possible. C'est vraiment le playbook que tu as déroulé. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, au début, je voulais pas forcément le voir parce que pour moi, je pensais que j'étais président, directeur général de ma boîte et ça se passait très bien comme ça. Et il me fallait des super alliés avec moi en dessous, sur toute ma partie codir. Mais en fait, je me rends compte que euh, c'est justement si je laisse tranquille mon directeur général que la boîte, elle pourrait évoluer encore plus fort. Est-ce que ces 15 ans d'entrepreneuriat t'ont permis, toi, d'évoluer perso sur des croyances limitantes que tu pouvais avoir et que tu n'as plus aujourd'hui? Euh, Ça m'a permis d'évoluer sur pas mal de sujets parce que tu sais, j'ai fait des formations au début dans la cuisine, mais derrière, j'ai fait énormément de formations en leadership, en management. Il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est le coaching, parce que j'ai été sollicité pas mal de fois par des personnes qui ont 2, 3, 4, 10 magasins
10 restaurants et qui veulent en fait comprendre comment la franchise évolue, comment on peut évoluer en tant qu'entrepreneur avec des magasins d'ailleurs franchisés ou pas. Et donc, en ce moment, je fais des sessions de coaching pour ces personnes. Et je trouve que bah, c'est top parce que intellectuellement, eux, ça les fait évoluer, mais même moi, ça me fait évoluer. Je rencontre des superbes personnes. Et donc, ouais, ces formations, c'était vraiment quelque chose où j'aurais pas pensé arriver à me dire, Flo, tu vas bosser sur ces sujets. Et maintenant, c'est quelque chose qui me passionne et que j'aurais envie de continuer à faire. Euh, ouais, c'est des choses que j'aurais jamais pensé faire. Tu vois, pour moi, j'étais commerçant, j'avais en tête la capacité de créer un groupe, manager des équipes, avoir des directeurs par vertical, que ça soit carré. Mais maintenant, de me dire que je peux demain avoir une boîte qui est gérée par un mec euh, brillant et moi aller faire du conseil pour d'autres structures, c'est quelque chose auquel je m'étais pas projeté. Mmh. Avant de passer dans la dernière phase, qui est un petit quiz que je pose toujours à mes invités, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais aimé répondre? Non, t'en as déjà Bon, posé pas mal. J'ai on rien a qui fait me pas vient en mal, tête tout de suite. on a fait pas mal le tour, alors c'est une bonne nouvelle. Alors le petit quiz, je rappelle la règle, c'est des questions un peu improbables, mais qui permettent de mieux connaître l'invité. Tu as droit à un joker. Donc je te laisse le choisir au bon moment si tu souhaites l'utiliser. Certains invités ne l'utilisent pas tout le temps. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café. T'en prends combien par jour? Des fois beaucoup trop, je dirais 7-8. Si Pizza Cosy pouvait parler, quel serait son mot préféré? Passion. Pourquoi? Parce que la marque Pizza Cosy, elle travaille avec passion sur tous les sujets. Euh, la passion des clients, la passion du produit, euh, tout tourne autour de la passion parce qu'en fait, je suis et du coup, on est tellement passionné de tout ce qu'on fait qu'on a envie de le transmettre aux clients. Donc, moi, c'est vraiment la passion du bon produit, c'est vraiment la passion de la belle rencontre avec les clients qui nous anime, quoi. Ouais. Si tu pouvais, bon, tu as déjà un associé et tu nous as déjà parlé de ton directeur général, mais si tu pouvais embaucher un super-héros pour travailler avec toi, qui choisirais-tu? Un super-héros pour travailler avec moi, qui j'embaucherais? Euh, Ben, je sortirais un peu du spectre du groupe et je partirai un peu sur l'aspect formation, accompagnement et j'embaucherai Alec Henry, qui est brillant en termes d'accompagnement et de formation. On peut le mettre en super-héros. Quelle pourrait être la chanson hymne de Pizza Cosy? La chanson hymne de Pizza Cosy. Euh, que Pizza Cosy, ça va devenir l'enseigne incontournable pour tous les Français dans les années à venir. Bon. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé lors d'un déjeuner d'affaires? Que j'ai mangé, si c'était un foie gras au pot, c'est qu'en fait je suis dingue du foie gras et j'ai mangé chez Bras il y a une dizaine d'années un foie gras au pot et en fait c'était cuit comme une poule au pot et j'avais le gros foie gras qui était cuit à l'intérieur et qui était pas du tout poêlé comme j'aime ou et mi-cuit et c'était vraiment hyper perturbant parce que j'adore le produit mais là comme c'était fait j'ai dû renvoyer le plat d'ailleurs. D'accord. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? J'aurais aimé entreprendre j'en parlais avec mon grand-père hier, je lui ai dit, toi, tu as vraiment vécu les belles années, tu vois. Il a 80 ans cette année. Je pense années 70. Quelle est chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? La chose que j'ai... Alors, je suis pas dans mon bureau, sinon j'aurais pu regarder. Mais c'est des plantes qui sont fanées parce qu'elles vivent mal à l'intérieur et qu'il faut que je sorte. Et dernière question, est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir?
Je suis plutôt lundi matin. Bon. Si des auditeurs souhaitent venir à ta rencontre, quel est le meilleur canal pour venir à toi? LinkedIn. OK. Que j'ai utilisé et effectivement avec beaucoup de réactivité de ton côté. Est-ce J'essaie de qu'il y a répondre une à tout le monde. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne, que tu me suggérerais d'inviter et auprès de qui tu pourrais faire une mise en relation pour passer dans ce siège la prochaine fois? Tu cherches des entrepreneurs? Entrepreneur ou dirigeant ou personne exceptionnelle? Franchement, mon directeur général, parce qu'en fait, c'est une personne qui a été, directeur général du groupe, Kaiser, directeur général du groupe Häagen-Dazs, qui a travaillé pour Ducasse, qui a été directeur général de Bagel Corner et après qui a monté sa structure pour accompagner en fait des entrepreneurs qui ont deux trois unités à scaler leur boîte et à devenir des franchiseurs et je trouve que franchement, quelqu'un de très intéressant donc si je devais te conseiller une personne, je te dirais Jérémy Cerceau. Eh ben, écoute, je te laisserai faire la mise en relation Allez, après cet épisode. sans problème. On avait dit 50 minutes, on est à 50 minutes 37. Merci beaucoup pour ton temps Parfait. Merci François. et puis à très bientôt et puis je passerai manger une pizza chez toi quand je serai en région stéphanoise. Ça roule, bonne journée. Bonne journée. À bientôt, merci.